Sri Lanka est en faillite. La crise sri-lankaise est l'une des pires de l'année. Elle est en passe de basculer d'une crise politico-économique à une crise humanitaire. Les rayons des magasins sont vides. 22% de la population, soit 5 millions de personnes, sont dans l'urgence alimentaire. L'essence y est de plus en plus rare. 3 jours de queue pour faire le plein. Pareil pour le gaz domestique qui se vend à des prix exorbitants. Les coupures de courant dépassent régulièrement les 13 heures par jour, paralysant les commerces mais aussi les infrastructures critiques qui ne sont pas équipées de groupes électrogènes. Le pays connaît aussi une pénurie de médicaments. Même les examens ont été reportés faute de papier. Pourtant, on a vu le temps de voir la crise approcher. Celle que l'on appelait autrefois l'île de Ceylan, la larme de l'Inde, la perle de l'océan Indien, l'île émeraude, est aujourd'hui dans une situation de précarité totalement prévisible et évitable, mais n'a pas su rectifier le tir à temps. Mais si on lit entre les lignes, la Chine a joué un rôle important dans l'apparition de cette crise. Une crise économique, mais aussi une crise militaire. Parce que oui, le Sri Lanka incarne le debt trap, le piège de la dette. Pour la Chine, faire pression sur le Sri Lanka constitue un avantage militaire de poids contre son adversaire indien. Alors comment le Sri Lanka s'est retrouvé dans cette situation alors qu'il n'y avait que relativement peu de misère? Quel est le lien entre la crise sri-lankaise et la Chine? Un clan au pouvoir qui ne rend compte à personne de l'argent public gaspillé, on t'explique tout. La dynastie Rajapaksa. La famille Rajapaksa a dominé la politique sri-lankaise ces 20 dernières années. Mahinda Rajapaksa, l'un des 3 frères, a été député, ministre, chef de l'opposition, premier ministre, puis président en 2005. À cette époque, le pays traversait une guerre civile meurtrière qui opposait l'État au tigre tamoul dans la péninsule de Jaffa, au nord-est du pays. La guerre durait déjà depuis 2 décennies. Mahinda Rajapaksa a débuté sa présidence par une offensive brutale contre les séparatistes tamouls. Il a remporté la victoire en 2009 avec le soutien de la Chine qui avait équipé les troupes sri-lankaises alors que l'Occident refusait de vendre des armes au gouvernement. Forcément, le clan Rajapaksa a connu une période de grâce. Le président, Mahinda, mais aussi son frère Gotabaya, qui était à l'époque ministre de la Défense. Évidemment, ils ont remporté les élections de 2010 haut la main. Mais les dégâts matériels et le manque à gagner, conséquence directe de la guerre civile, ont poussé le gouvernement sri-lankais à emprunter sur les marchés internationaux. Et parmi les principaux bailleurs de fonds, la Chine. Mais plutôt que de dédier ses fonds à la reconstruction du pays, le clan Rajapaksa a donné son feu vert à des projets superflus. Par exemple, la tour du Lotus à Colombo, la capitale, à 350 mètres, c'est la plus haute tour en Asie du Sud. Elle a coûté plus de 100 milliards de dollars à l'Exim Bank, la Export and Import Bank of China. Et détail important, c'est une banque publique, c'est-à-dire que c'est l'État, donc le PCC, qui la gère. La Chine a aussi financé à hauteur de 8 500 000 $ le théâtre Nelumpokuna Mahinda Rajapaksa, dédié à la gloire du président. Et puis, il y a surtout l'aéroport international Matala Rajapaksa à Hambantota, dont la construction a coûté 200 millions de dollars. Inauguré en 2013, il est utilisé en moyenne par 90 passagers par jour. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la Sugar Daddy Diplomacy. Un Sugar Daddy, il vous paie tous vos caprices en échange de faveurs de toutes sortes. La Chine, elle a assumé ce rôle. Le dragon asiatique a couvert tous les freins du train de vie du président et de ses dispendieux projets. Le prix à payer, le port de Hambantota. Une ville secondaire dont est justement originaire le clan Rajapaksa. Situé dans le sud de l'île, Hambantota abritait un petit port avec peu de trafic maritime. Et c'est pourtant le point le plus proche de l'une des principales routes maritimes du monde et un axe vital pour les importations énergétiques et les exportations de marchandises chinoises. Et c'est sur ce site que le clan Rajapaksa a décidé d'implanter un macroport en eau profonde. La Chine a prêté plus d'1 milliard de dollars pour sa construction avant de signer en 2017 avec l'État sri-lankais un accord exclusif d'exploitation d'une durée de 99 ans, durant lesquels 85% des bénéfices, s'il y en a un jour, seront reversés à la Chine. Alors, quel est l'intérêt de ce port pour la Chine? Déjà, il est double. D'un point de vue commercial, le port est devenu une infrastructure vitale pour l'acheminement de marchandises et d'énergie. Le port est directement intégré à la stratégie du collier de perles que la Chine veut tisser dans l'océan Indien. Mais d'un point de vue géopolitique, les perspectives militaires sont très avantageuses. L'Inde et la Chine sont rivales, c'est pas nouveau. Elles se disputent entre autres l'Himalaya et les énormes réserves d'eau douce qui s'y trouvent. Beaucoup considèrent que la frontière sino-indienne est l'une des plus chaudes au monde et un point de départ probable pour une future guerre. Imaginez les 2 nations les plus peuplées de la planète, 3 milliards d'êtres humains à elles deux. Or, l'Inde contrôle presque tout l'océan Indien. Si l'Inde le souhaitait, elle pourrait bloquer la moitié du trafic maritime vers la Chine. Donc, avec un port militaire au Sri Lanka, la Chine disposerait d'un point d'appui crucial. Sa base navale la plus proche, Djibouti, est très éloignée. Beijing rétablirait ainsi l'équilibre des forces dans la région. Vraisemblablement, le Sri Lanka n'aurait jamais autorisé une puissance étrangère à construire une base maritime militaire sur son propre territoire. Et comme Beijing tient Colombo par le portefeuille, Maithripala Sirisena, qui était président du Sri Lanka entre 2015 et 2019, a lui-même affirmé que le Sri Lanka était contrôlé par une seule famille. Il a aussi déclaré que le pays se dirigeait tout droit vers un état corrompu et népotique, dictature. Lors de son arrivée au pouvoir en 2015, Sirisena a immédiatement suspendu la plupart des projets de l'ère Rajapaksa, soupçonnés de corruption, de surtarification et de contournement de la loi.
Mais tous les projets qui impliquaient des financements chinois ont été préservés, comme par hasard. Le mandat de Sirisena n'a pas survécu aux pires attentats que le Sri Lanka a connus de son histoire contemporaine. En 2019, 269 personnes ont été tuées dans des attaques islamistes simultanées contre des églises chrétiennes et des hôtels de luxe. Sanctions immédiates aux urnes. Gotabaya Rajapaksa a prêté serment en tant que nouveau président du Sri Lanka. Malgré les accusations de corruption et de népotisme qui visaient le clan Rajapaksa, les Sri Lankais ont à nouveau élu l'un des membres de ce clan à la tête du pays. Gotabaya est devenu président, son frère Mahinda, premier ministre. Basil et Hamal, les deux autres frères, ont été nommés ministres des Finances et de l'Agriculture. Namal, un neveu, est devenu ministre de la Jeunesse et des Sports. Yoshita, un autre neveu, chef de cabinet. La politique, une affaire de famille chez les Rajapaksa. La chute du clan. L'attaque djihadiste de 2019 a été si traumatisante qu'elle a entraîné un effondrement du tourisme. Le tourisme international a chuté de 17%. Rien qu'entre le mois précédent l'attaque et le mois suivant, la fréquentation est passée de 244 000 touristes à tout juste 38 000. Deux conséquences directes. Déjà, l'industrie touristique est très importante au Sri Lanka, donc gros choc pour son économie. Et surtout, les devises étrangères ont cessé d'affluer. Le tourisme rapportait tous les ans plus de 4 milliards de dollars au pays. Une baisse des revenus, certes imprévue, qui a coïncidé avec une politique fiscale plus avantageuse qui a permis aux entreprises et aux ménages sri-lankais d'économiser plus de 2 milliards 200 millions de dollars. Et juste quand l'État misait sur une relance de la consommation, Covid. Les recettes touristiques se sont effondrées. L'activité économique a ralenti dans son ensemble comme dans le reste du monde. Plus de 8 milliards 600 millions d'euros de pertes supplémentaires. Rien que pour l'industrie du tourisme, les recettes sont passées de 4 milliards 380 millions de dollars en 2018 à même pas 500 millions durant la pandémie. Étant donné le contexte et le risque de faillite, les agences de notation comme Fitch, Moody's et Standard & Poor's ont abaissé la note du Sri Lanka, ce qui a eu pour effet de diminuer sa capacité d'emprunt en augmentant considérablement le taux de ses obligations. Le Sri Lanka était déjà lourdement endetté. Du tout, plutôt que de mettre en œuvre des politiques d'austérité pour se sortir de ce pétrin, les Rajapaksa ont eu recours à des artifices pour dissimuler la précarité de la situation. Ils ont tout misé sur l'agriculture biologique. Du jour au lendemain, le gouvernement sri-lankais a annoncé un plan ambitieux axé sur l'agriculture biologique. Il impliquait une interdiction d'importer et d'utiliser des engrais et des pesticides. En conséquence, la production nationale de riz a chuté d'un tiers. La production de thé, qui est la principale source de devises étrangères du pays, s'est réduite de 16%. Face aux protestations des agriculteurs, les Rajapaksa ont dû faire marche arrière moins d'un an après la mise en œuvre du plan. Et pour ne rien arranger, cette baisse du rendement du secteur agricole a coïncidé avec une hausse du cours des matières premières sur les marchés internationaux. Entre février et mai 2022, du fait d'une certaine guerre qui est passée par là, le prix de l'essence au Sri Lanka a grimpé de 38%. Alors comment Colombo assure l'approvisionnement du pays en carburant ? L'Iran accepte du thé sri-lankais en paiement d'une dette pétrolière de 251 millions de dollars. Les Rajapaksa ont employé les fonds de tiroir, les 9 milliards de dollars qui leur restaient en devises étrangères pour continuer à rembourser les intérêts sur la dette souveraine. L'idée, stabiliser la valeur de la roupie pour maintenir les flux d'importation. Mais en avril, plus rien. À sac. La roupie a dégringolé en perdant la moitié de sa valeur. Le gouvernement sri-lankais a tout de suite réagi en annonçant la suspension du remboursement des 51 milliards de dollars de dette extérieure. Sanction immédiate. Les importations sont gelées. Le coût des denrées alimentaires de base explose. Et on parle pas de moutarde comme en France, mais d'aliments de base comme le riz, les lentilles, le lait en poudre et des médicaments. Les stocks de carburant se sont rapidement épuisés et la sécheresse a aggravé les coupures de courant, les centrales hydroélectriques étant à l'arrêt. L'activité économique s'est paralysée et comme un malheur n'arrive jamais seul, l'inflation au Sri Lanka a atteint un record de 60,8% en juillet. Avec ces éléments, on comprend mieux la vindicte populaire contre le clan Rajapaksa ces 6 derniers mois. Et même l'armée à laquelle Gotabaya a eu recours n'a pas réussi à étouffer les protestations. Les manifestants ont même mis le feu aux résidences de certains ministres. Pour atténuer la colère de la population, la présidence a même limogé certains membres du gouvernement, des frères, des cousins, des neveux, mais trop tard. L'ordre d'assaut a été donné et des centaines de Sri Lankais ont pénétré dans l'enceinte ultra sécurisée du palais présidentiel. Aujourd'hui, Gotabaya Rajapaksa a trouvé exil à Singapour. Les citoyens sri lankais sont ruinés et ce, sur plusieurs générations. C'est son premier ministre, Ranil Wickremesinghe, qui dirige le pays. Il avait été nommé au poste après la démission de Mahinda Rajapaksa. Depuis, le Parlement sri-lankais a élu Ranil président. Pour l'heure, les perspectives du pays sont très sombres. Le FMI estime que l'économie sri-lankaise devrait se contracter de 8% rien que cette année. Un
un sugar daddy très accommodant. 45% de la dette extérieure sri-lankaise est détenue par des investisseurs privés. Les 55% restants, ce sont des États tiers, des institutions financières internationales comme la Banque asiatique de développement avec 16%, le Japon, la Chine et la Banque mondiale qui détiennent chacun 10% de la dette du pays. Désormais, le Sri Lanka doit renégocier les conditions de remboursement avec ses créanciers. Et là, le scénario se complique. Les investisseurs privés refusent de perdre le moindre centime, même que la Hamilton Reserve Bank a intenté une action en justice pour recouvrer la somme qui lui était due. La Chine, qui avait initialement refusé de restructurer la dette, est aujourd'hui engagée dans des négociations discrètes avec le gouvernement. Et puis, à la mi-août, on a de nouveau entendu parler du port de Hambantota. Des navires d'observation chinois prêts à accoster au Sri Lanka. Yunwang 5 peut-il être utilisé pour espionner l'Inde? La réponse est oui. Ces navires sont équipés pour contribuer au programme spatial chinois et au lancement de missiles balistiques intercontinentaux. Mais plus grave encore, c'est la preuve qu'aujourd'hui, le rapport de force est encore plus déséquilibré entre Beijing et Colombo. La cession pour 99 ans du port de Hambantota à la Chine excluait formellement l'utilisation à des fins militaires. En 2017, un sous-marin chinois s'était même vu refuser l'accès au port. Mais le Sri Lanka a perdu l'avantage relatif de sa souveraineté. Colombo n'a d'autre choix que d'accepter les conditions de Beijing si la capitale sri-lankaise veut espérer que la Chine réduise le poids de la dette. Et c'est pas une supposition. Le premier ministre sri-lankais en personne est clair au sujet de ses priorités. When I've been Prime Minister on early occasions, I ensured that. And I will ensure that they will have 3 meals a day again. En parallèle, le Sri Lanka a engagé des pourparlers avec le Fonds monétaire international pour obtenir un plan de sauvetage. Mais pas sûr qu'il obtienne gain de cause. Déjà, le nouveau gouvernement doit affronter la rue parce que ces mesures sont très impopulaires. On parle de hausse d'impôts, d'austérité, de privatisation. La probabilité que le FMI renfloue les caisses du Sri Lanka est assez faible, à moins que la Chine n'annule sa dette. Le problème, c'est que la Chine veut éviter à tout prix de créer un précédent. Beijing a prêté beaucoup d'argent à des pays aux économies fragiles. Donc, si la Chine efface l'ardoise pour le Sri Lanka, pourquoi elle ne le ferait pas pour d'autres pays qui pourraient être en difficulté à l'avenir? Ça serait alors au tour de la Chine de faire face à un important choc financier. On est dans une configuration d'impasse mexicaine. La seule issue, c'est que le Sri Lanka cède à la Chine le port de Hambantota pour un usage militaire. La Chine pourrait alors disposer d'une base militaire à quelques encablures seulement de l'une de ses principales rivales, l'Inde. Il y a un autre pays qui croule sous la dette chinoise, plus de 60 milliards de dollars, le Pakistan. C'est l'autre grand ennemi de l'Inde à l'ouest. L'Inde n'aimerait pas du tout être prise en tenaille par les forces chinoises qui pourraient être présentes à l'ouest, au Pakistan, au nord, au Tibet et au sud-est, au Sri Lanka. Du coup, New Delhi ne se contente pas d'observer la situation, elle est partie prenante. L'Inde est aux côtés du Sri Lanka, dit la ministre des Affaires étrangères, souligne l'aide de 3,8 milliards de dollars à la nation insulaire cette année. Mais même comme ça, l'Inde n'a pas assez de ressources pour résoudre seule la crise sri-lankaise. On verra comment la situation évolue ces prochains mois. Mais c'est certain que d'un point de vue de l'échiquier stratégique mondial, c'est fascinant. Est-ce que l'Occident devrait intervenir en faveur du Sri Lanka pour lui éviter de tomber dans le piège de la dette chinoise? Tu nous dis, fais tourner, like, commente et on se dit à très vite.